Bonjour chers élèves, chers parents, bonjour. Vous êtes câblés sur Gabon Première dans votre programme Apprendre à la maison. Aujourd'hui, nous allons étudier le Gabon au début du 19e siècle. Cette leçon a pour objectif connaître le Gabon précolonial. À la fin de cette séquence, vous, élèves, devriez pouvoir décrire la société gabonaise précoloniale et caractériser son économie. En introduction, nous pouvons retenir que le Gabon, à l'instar des autres pays, est empreinte d'une histoire. La connaissance de l'organisation socio-économique des populations d'antan constitue une valeur, sinon une richesse importante dans le processus de construction de notre identité et du vivre ensemble. Aussi, comment se caractérise la société et l'économie du Gabon au XIXe siècle. Nous allons d'abord étudier la société gabonaise précoloniale. Ensuite, nous verrons son économie. Avant l'arrivée des Européens, la société gabonaise était constituée de nombreux villages ou entités politiques indépendantes. Ces villages sont composés de cases disposées parallèlement à une cour centrale. Ici, nous avons donc le document qui illustre ce que nous venons de dire. Ici, nous avons deux types de villages. Nous avons un village Fan ici et un autre village Nzebi plus haut. Nous avons dit que les cases sont disposées parallèlement à une cour centrale. Donc là, nous avons des cases ici, d'autres cases ici, là, avec une cour centrale au milieu. Si nous pouvons revenir, la régie, s'il vous plaît. Deuxième point, à côté donc de cette disposition se rapportant donc aux cases qui sont parallèles, ça veut dire que les cases ne se touchaient pas. Elles sont faites en bois et leurs parois en écorce battue et la toiture en paille tressée. Nous revenons sur notre document. Ici, nous avons donc les cases qui sont faites en bois. Nous avons les supports de bois ici, pour ce qui est du village Nzebi, comme nous l'avons dit. Là, nous avons des bois. La paille tressée, il n'y avait pas de tôle à l'époque. Ici, nous voyons bien que ce sont des cases faites en paille. On peut donc continuer. Ici, donc, il faut retenir que le Gabon précolonial faisait donc usage, pour ce qui est des populations gabonaises, des matériaux de construction tirés uniquement et essentiellement donc de la forêt. Au milieu, ou à l'extrémité toujours des villages, se trouve la maison commune des hommes qui servait de palais de justice. Pour expliquer ici le palais de justice, c'était donc cet endroit, ce lieu où on avait donc pour objectif ou but visé de régler certains conflits qui existaient dans ces sociétés. Là, on tranchait également différents palabres qui pouvaient exister dans la même société ou dans ces villages-là. Mais la maison commune des hommes n'avait pas pour unique objectif les deux exemples que nous venons de donner. En ce lieu, les hommes se retrouvaient également pour manger. Les femmes apportaient donc le repas et puis elles repartaient à la maison ou à la cuisine. Là aussi, les mêmes femmes ou les mêmes dames donc, préparaient également les éléments qui pouvaient être rattachés à l'organisation, les mêmes hommes plutôt, excusez-moi, à certains rites, mais des éléments se rapportant à la guerre également y étaient donc demi. Pour continuer avec les mêmes éléments se rapportant toujours au Gabon précolonial, selon Raponda Walker, les peuples du Gabon sont constitués en 8 grands groupes ethniques, alors que d'autres auteurs n'en retiennent que 4. Pour les citer, nous avons donc les Miénés, les Mériers, les Mbédé et les Fan. Pour revenir à Raponda Walker, nous avons dit qu'il en retient 8. Vous les voyez sur votre petit écran.
Il parle du groupe Omiéné, qui est le premier groupe, si on veut les classifier dans cet ordre-là, qui est le groupe Omiéné, les Séké, les Échira Ogisir, les Okandé, les Bakélé, les Fan, les Kota et les Mbédé. À ceci, Rapondao Alker rajoute les Vili Luango et les Pygmées. Petite précision de taille ici, les Vili Luango, donc Luango, l'ancien grand royaume donc, du Luango, à ne pas confondre avec les Bavili. La société, en dehors donc, des fils du terroir, reconnaît l'existence des esclaves. C'est ce que nous apprend donc ici Rapondao Alker. Fils du terroir, on va dire des éléments, donc des purs sangs, ceux-là qui étaient donc autochtones de ce village-là. On pouvait donc avoir des personnes faites esclaves. Et ces personnes pouvaient être des captifs de guerre, pouvaient être également des personnes bannies donc, de leur clan pour des raisons de vol. On peut également retenir comme esclaves des raptes, des personnes qui étaient parfois volées dans la forêt. Vous partez à la chasse, puis des individus, des personnes d'un autre village, vous attrapez et vous amenez dans leur village à eux pour que vous serviez donc en guise d'esclaves. Les formes d'organisation politique des peuples du Gabon précolonial étaient donc similaires et peu variées. Il n'y avait pas de différence. Passons maintenant au village-État. C'est une entité politique composée de clans indépendants dont la filiation est essentiellement utérine ou consanguine. On peut s'arrêter un moment et essayer d'apporter une explication. On parle de filiation consanguine ou utérine ici parce que tout simplement, selon le groupe ethnique, le pouvoir pouvait être donc représenté par l'oncle maternel. On parle de pouvoir matrilinéaire. C'est le cas chez les Pounou et les Vili du Gabon, pour ne prendre que ces deux exemples-là. Et dans d'autres, le pouvoir ou l'autorité était incarné par le père ou l'oncle paternel. Et là, on parle donc de pouvoir patrilinéaire. Et là, comme exemple, nous avons les Fan et les Kota. Nous pouvons continuer. Les chefs de famille sont aussi les représentants des clans qui peuvent fédérer et former un village, la confédération. C'est un deuxième type qui pouvait également exister, un deuxième type de regroupement de villages qui pouvait exister. La confédération, ici, donc c'est un regroupement de villages, mais avec plusieurs clans à l'intérieur. Et à l'intérieur de la confédération, on avait chaque représentant de clan, comme nous venions de le retenir plus haut, qui était chef de son village. Il pouvait se réunir en un lieu bien précis pour une circonstance bien précise également. Et là, cet exemple-là, nous pouvons le tirer chez les Pongwais qui généralement se retrouvaient dans l'île Mbini chaque année donc de ce qui pouvait être lié, comme nous l'avons dit, à des situations sociétales. Dans le cas d'une confédération, comme nous venons de le dire, les chefs, donc le conseil, se concertent pour les affaires communes. Leurs décisions sont souveraines, donc incontestées, incontestables, et ont valeur de loi pour le village. Lorsqu'on parle de décisions ici, il y avait donc des conciliabules, et au sortir de là, les décisions qui en découlaient prévalaient donc sur l'ensemble des clans. On peut avancer. Le choix du chef est axé sur sa richesse, son influence, son éloquence, sa capacité de persuasion, et il est davantage considéré comme le porte-parole du conseil des anciens du village. Comme exemple donc, de confédération ici, nous pouvons le mettre au tableau, exemple de village dit confédération. Je vais vous donner
un seul exemple, village Confédération. On pouvait le retrouver donc chez les Pongwe, comme nous venons de le dire, chez les Pongwe, notamment dans le cas de l'île Mbini. Voilà. Un autre élément que j'ai omis donc, de vous signifier, de vous dire tout à l'heure, c'est que dans le cas donc, de ce village, de tout ce qui était porté comme chefferie, eh bien, il y avait également les femmes qui étaient portées au commandement. Les femmes avaient également un rôle prépondérant dans la chefferie donc, de ces villages. Et là, pour exemple, nous avons retenu, pour ce qui est donc du village État, je vais le mentionner ici parce que c'est un exemple en rapport avec le village État. Donc nous pouvons citer ici qu'il y avait comme femme la dénommée Mugeka du clan des Musanda. Voilà, pour dire que les femmes également ont joué un rôle majeur dans la société ou l'histoire de la société précoloniale du Gabon. Poursuivons maintenant avec toujours les mêmes éléments se rapportant à l'organisation sociale de notre pays. Nous passons donc à la royauté. Elle était constituée d'un vaste territoire composé de plusieurs ethnies. Le roi était chef suprême, bénéficiant d'une notoriété allant au-delà de ses frontières, était assisté de 2 conseils. À ce niveau, vous voyez qu'il y a donc 2 conseils, c'est écrit en rouge sur votre petit écran, tout simplement parce que celui que nous appelons le roi, parce qu'on parle de royauté ici, le premier conseil, qui était un conseil privé, était essentiellement uniquement constitué des représentants de son clan, alors que le deuxième conseil était constitué donc des représentants des autres clans qui étaient soumis à son influence. C'est le cas, donc, pour prendre l'exemple d'une royauté ici, du roi Antoué Kowera Pochombo, plus connu sur le nom de roi Denis, dont l'influence s'étendait jusqu'au clan Orungu du Cap Lopez et les commis du Fernand Vaz. Toujours dans cet élan, après donc avoir vu les éléments se rapportant à la structure sociale du Gabon précolonial, passons maintenant aux activités économiques. Dans le Gabon précolonial, l'économie est axée sur le troc. Le troc, ici, c'est l'échange de marchandises sans intervention de la monnaie. Il se faisait entre villages ou entre royaumes. Et le système de production repose sur plusieurs activités. Nous avons l'agriculture dite de brûlis qui favorise la diversification des cultures. Donc, nous avons la patate, l'arachide, le taro, l'igname, la banane. Il y avait également l'élevage des moutons, de cabris, de volailles. Là, nous pouvons refaire un tour au niveau de notre document ici. Nous avons donc, au niveau du document, là, nous voyons qu'en parlant de l'agriculture, derrière les cases, nous avons des bananeraies qui sont là, ce qui prouve bel et bien qu'à cette période, donc au XIXe siècle, à cette époque précoloniale, bien, les peuples du Gabon pratiquaient déjà l'agriculture. Et là, en parlant de l'élevage, dans la cour, nous voyons qu'il y a des animaux domestiques ici, qui sont certainement des poules, des coqs, peut-être des canards également, pour ceux qui ont été au village une fois. Et là, c'est vrai que c'est un peu flou, nous avons, on va supposer, des moutons, là. Pour continuer toujours sur ce qui est en rapport avec les activités économiques, nous avons la cueillette des fruits, des champignons et
des noix de palme, la fabrication de vin de palme, de vin de canne également. Et là, on revient sur un autre document. Ici, nous voyons ces messieurs, en parlant de la cueillette, utilisant une technique assez spécifique à la cueillette donc, des noix de palme. Nous voyons les noix de palme ici, et ce monsieur tenant une machette pour donc cueillir ces noix de palme. Et là, en parlant de la fabrication de vin de palme, nous voyons ici que ce peuple précolonial avait sa technique propre, alors qu'aujourd'hui, il faut abattre le palmier, comme nous le voyons parfois lorsqu'on va au champ, les gens le font pour récolter du vin de palme. Toujours dans le sens des activités économiques pratiquées dans le Gabon précolonial, la pêche, selon les différentes régions, la pêche ne se faisait pas de la même façon, de la même manière. Elle pouvait se faire au filet, à la nasse, ou le ramassage des huîtres. Et là, pour le ramassage des huîtres, il faut être un tout petit peu précis parce que le ramassage des huîtres ne se faisait pas partout, comme je venais de le dire. Là, pour le ramassage des huîtres, c'était beaucoup plus dans la lagune Bagno, c'est à Mayumba et à Ndindi que cela se faisait de façon singulière. Il y avait également la chasse qui, selon les espaces, était pratiquée soit au filet, soit à la lance, soit c'était des pièges qui étaient posés pour capturer donc le gibier, ou alors des fosses avec des pieux taillés à l'intérieur. L'artisanat n'étant pas en reste, on avait donc le tissage des étoffes, la vannerie avec la fabrication ou le tissage des nattes et des paniers, la poterie qui renvoie donc à la fabrication par les potiers des marmites faites en argile ou même en terre cuite, la sculpture donc qui renvoie ici à la taille des pierres, comme ceux-là qui maîtrisent jusqu'à maintenant la fabrication, si vous voulez, des formes en faisant usage de la pierre de Mbigou dans l'Angounier. Et nous avons également ici la forge, qui renvoie ici au métier de forgeron, ceux-là qui maîtrisaient donc la fabrication de certains outils pour les pointes de flèches ou alors des couteaux ou des machettes. Pour revenir ici, dans le cas de notre document, nous avons parlé donc de l'artisanat. Pour ce document, nous voyons ici le tissage donc d'un filet en liane. Cela, c'est le travail des hommes. Et ici, nous voyons deux dames assises, certainement dans leur cuisine ou, je ne sais pas, au salon, en train de tisser des nattes. Et elles sont assises là sur des tabourets. Elles ne sont donc pas assises au sol. Nous allons donc continuer, toujours pour ce qui est des activités économiques du Gabon précolonial, avec le dernier élément retenu, c'est la pharmacopée, qui renvoie à la médecine traditionnelle, les traitements de certaines pathologies qui font ici référence directement aux éléments tirés de la forêt, soit des plantes, soit des racines, ou alors des écorces de bois. Ici, il faut donc dire que le Gabon précolonial, pour ce qui est des activités économiques, n'avait pas, si vous voulez, des activités qui se concentraient ou se résumaient à une seule. Il y avait donc une diversité d'activités, comme nous venons de le voir. En conclusion, à l'arrivée des Européens, le Gabon est constitué en entité politique autonome sous la forme de village-État ou de royauté. L'habitat est essentiellement conçu en matériaux issus de la forêt. Chaque village comporte un corps de garde. Les peuples répartis en 8 groupes ethniques sont composés de clans avec des chefs dont la filiation est rattachée soit à la lignée maternelle, soit paternelle. Ceux-ci sont accompagnés d'un conseil d'anciens. Basée sur le troc, l'économie gabonaise précoloniale est très variée.
Ainsi, chers élèves, nous venons donc de boucler avec cette séquence, mais je ne vais pas vous laisser comme ça. J'ai préparé pour vous 2 activités pour tester vos connaissances à la maison. Première activité, vous avez 2 consignes. Vous devez donc présenter le document. Vous verrez le document s'afficher tout à l'heure. Voilà, vous avez donc le document. On va revenir à l'activité. Deuxième consigne, à partir du document et de vos connaissances, identifiez les activités économiques des populations ci-dessous. Il y a un nota bene, attention, le document a une double nature. Donc, on avance, vous avez le document. Il est question pour vous de vous en inspirer et ressortir donc ce que la consigne vous demande. Deuxième activité, là aussi, j'ai prévu pour vous 2 consignes. Première consigne, présenter le document. Deuxième consigne, cochez là où les bonnes réponses. Et là, vous avez donc le document qui va s'afficher. Juste, voilà, vous avez donc ce tableau. Dans ce tableau, vous avez un certain nombre d'éléments. Il est donc question pour vous ici de répondre par vrai ou faux, comme la consigne vous le signifie. Eh bien, chers élèves, nous voici donc au terme de cette séquence qui, ma foi, a été une séquence intéressante parce qu'on parle de notre pays. Aucun peuple ne peut vivre s'il n'a pas d'histoire. Et c'est pourquoi, en parlant de l'histoire du Gabon précolonial au XIXe siècle, cela ne peut être que plaisant. J'espère que vous avez bien suivi cette séquence d'enseignement-apprentissage. Tout en espérant vous retrouver une prochaine fois, je vous prie donc de continuer à respecter les gestes barrières. Restez toujours chez vous, ne sortez pas. Je vous dis donc à la prochaine. Bye bye. Apprendre à la maison. Comment accéder à la plateforme numérique de l'éducation nationale? Il suffit tout simplement de taper www.xgestedu.com. Cliquez sur le lien pour accéder à la page numérique de l'éducation nationale. Cliquez sur cours en ligne qui s'ouvrira sur l'interface réservée aux apprenants. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Votre identifiant est le numéro qui figure sur votre bulletin de notes du premier trimestre. Pour votre mot de passe, écrivez à info@xgestedu.com. Précisez votre nom, prénom, date et lieu de naissance, classe, établissement, votre mail et votre numéro WhatsApp. Ou téléchargez et remplissez correctement le formulaire et renvoyez-le. L'équipe technique vous enverra votre code par email ou encore par WhatsApp. Puis, entrez le code de sécurité au-dessus de l'écran, cliquez sur Apprenants ou parents. Ensuite, cliquez sur Se connecter en respectant les majuscules et minuscules. Enfin, s'ouvrira la page Cours en ligne et les différents cours de façon détaillée. Une option Échange enseignant-élève est également mise à disposition. Apprendre à la maison pour lutter contre la propagation du Covid-19.